Ce préambule étant fait, je ne voulais pas rester uniquement sur la faune urbaine non plus, parce qu'en étudiant un petit peu votre territoire, je me suis rendu compte, même si je le connais quand même un petit peu à titre personnel, qu'on n'est pas sur un territoire si urbain par rapport aux chiffres franciliens. Là, vous avez dans le petit tableau à gauche les proportions en grands types d'habitat de la communauté d'agglo et ceux de l'Île-de-France. Et donc vous voyez qu'on est globalement un petit peu moins urbain. On a environ 16% de bâtis artificialisés en France, on en a 14% ici. On est dans la moyenne, disons. On n'est pas sur du gros urbain. On a par contre un grand nombre de forêts. Alors avec les deux communes qui ont intégré l'agglomération, on a une superficie de forêt, on a un territoire forestier, beaucoup plus forestier que la moyenne régionale. Et on a un territoire, par contre, un petit peu moins agricole. On a 30% de surface agricole contre la moitié, contre 50% à l'échelle régionale. Mais ça permet de peindre un petit peu ce territoire, donc, qui est sinon caractérisé par la traversée de la Marne en termes d'éléments paysagers forts. Et j'essaie de changer chaque fois, il faut que j'appelle. Et alors ça, c'est une carte du schéma régional de cohérence écologique que vous connaissez peut-être presque tous. On retrouve la Marne, parce que j'ai un petit... voilà, qui est ce corridor. Je ne sais pas si j'ai un... Bon, c'est pas grave. Si. Ah oui, voilà, merci. On retrouve la Marne, hein, ce corridor alluvial du SRCE, mais surtout, on a deux réservoirs de biodiversité majeurs sur le territoire. On a le site Natura 2000 des Boucles de la Marne au nord, avec la base de loisirs de Jablines et le marais de Lèche, notamment, et la forêt des Vallières ici, donc réservoir de biodiversité important au nord, et un autre réservoir de biodiversité important au sud, qui est la forêt constituée par la forêt ferrière et ses bordures. Et entre les deux, on a, alors vous voyez là dans le SRCE, potentiellement un corridor forestier à fonctionnalité réduite, dont on ne sait pas trop s'il fonctionne. Sur la carte des composantes, on a des corridors herbacés également qui ne sont pas figurés là. Puis on a ces rues, c'est le rue de la Gondoire, le rue de la Brosse, etc. Et puis beaucoup de bâtis, un petit peu d'agricole. Qu'est-ce qu'il y a au milieu? Alors, comment peut-on connaître un petit peu la biodiversité de votre territoire? On utilise, nous, à l'ARB, une base de données qui s'appelle CETIA, qui est censée intégrer, rassembler toutes les données au moins publiques, et puis les données d'observateurs bénévoles ou d'associations qui le souhaitent. Par exemple, l'association Renard qui est présente dans la salle y contribue largement. Et ça vous donne une petite idée de ce qu'on connaît, de là où les gens ont été effectués des inventaires. Donc vous voyez que parfois, s'il n'y a rien, ce n'est pas parce qu'il n'y a rien, c'est parce que personne n'a simplement encore renseigné l'information. Pardon, attendez, hop, est-ce que je peux revenir en arrière? Non, help. Hop, voilà. Le laser est là. Donc typiquement, tout ça, là, c'est pas nécessairement que c'est complètement pauvre, c'est qu'il n'y a pas d'observateurs qui y ont été. Évidemment, la pression d'observation, elle est très forte sur ces réservoirs de biodiversité au nord, elle est un petit peu plus faible ici. Restons sur les données. J'ai fait une petite sélection des espèces un petit peu patrimoniales présentes sur votre territoire, donc les espèces rares ou assez rares ou très rares. Donc on en trouve effectivement sur Jablines, sur Lèche, sur le bas des Vallières, en forêt de ferrière, mais on en trouve un petit peu autour, au centre, et je voulais qu'on fasse un petit tour d'horizon de ce que c'était que ces sites, pour l'instant, qui ressortent avec un intérêt patrimonial potentiellement assez élevé. Alors évidemment la Marne, dont il a été question tout à l'heure, avec un peuplement de libellules, notamment assez original, de libellules de rivière. Cette libellule-là qu'on appelle lèche paisible, qui a été découverte récemment en Seine-et-Marne, il y en avait très peu avant, et puis des gonfles, 3 espèces de ces libellules noires et jaunes qu'on trouve jusque dans la Marne en milieu urbain ici. On a des plantes très rares qui poussent dans l'eau, qui flottent, et qui sont même dans la Marne, donc qui sont assez intéressantes. Et puis ce petit martin pêcheur, ce sont des exemples, hein, il y a beaucoup d'espèces plus communes. Un autre site qui ressort pas mal, un autre lieu, un espace qui ressort beaucoup, c'est en bordure de la base de Torcy, mais côté agglomération, côté Marne-et-Gondoire, le gibet d'Orgemont, avec la nidification de la gorge bleue, du raldo, de rousserolle-verderolle. L'étang de la Loye ici, qui est principalement attractif pour les oiseaux de passage, tels que les bécassines, le raldo, et beaucoup de canards plus fréquents ou d'oiseaux des roseaux plus fréquents. On a une petite mare ici, là, qui s'appelle la mare, en tout cas j'ai trouvé la mare du Gué de Langlois, qui accueille cette libellule très rare, lèche nisocelle, qu'on retrouve également ici au parc en bordure est de Collégien, où on trouve cet oiseau intéressant qui est la fauvette babillarde, et un parc qui a pas mal de potentiel en termes d'habitat, de mares, de buissons, etc., qui apparaît assez riche. L'étang de la Brosse, intéressant pour les oiseaux de passage, essentiellement. Et on a enfin le Génitois. Cette zone constituée alors je le décrirai moins bien que vous, je ne me souviens plus de l'histoire du site,
avec en tout cas ces douves et ces zones humides autour du bâti, qui accueillent de très nombreux amphibiens, 4 espèces de tritons au moins, peut-être même 5 si je ne me trompe pas, la chouette effraie qui niche dans les bâtiments, la belette, qui est le seul site où elle est connue, en tout cas hors forêt et hors boucle de la Marne. Et puis on a aussi, pour vous montrer qu'on peut avoir des choses un petit peu partout et que c'est très dépendant de la pression d'observation, de l'effort qu'on fait de connaissance. On a ici un pool d'observation d'espèces patrimoniales. En fait, c'est simplement le jardin d'un naturaliste, Laurent Vindras, qui a mis un effort très fort dans la prospection. Vous voyez là, c'est toutes les données chez lui, donc on peut le tracer, on sait qu'il habite par là. Et en fait, tout ça pour dire que déjà, la biodiversité, il y en a partout. De la biodiversité remarquable également, hein, c'est le cas ici, une sauterelle, le Phanéroptère méridional, le grillon d'Italie au chant magnifique qui chante en ce moment la nuit, la menthe religieuse dans son jardin, un bourdon qui est protégé en Île-de-France, qui est présent dans son jardin, ce petit papillon, alors je vous ai mis les espèces patrimoniales remarquables, mais il a plus de 200 espèces dans son jardin a priori, le gros bec, etc. Donc d'une part, deux enseignements à cela, les jardins résidentiels, dès lors qu'ils sont gérés de manière écologique ou que des aménagements favorisent la faune et la flore, peuvent accueillir une biodiversité très élevée. Deuxième enseignement, l'effort de prospection, en fait, il est nécessaire de le mettre à jour en permanence. C'est un territoire et jamais parfaitement connu et c'est extrêmement important de continuer à soutenir l'acquisition de connaissances et à l'encourager. On croit déjà connaître bien, mais il nous manque encore beaucoup de choses. Donc ces milieux urbains qui constituent, on est à peu près dans la moyenne régionale à Marne-et-Gondoire, ils sont en expansion depuis les années 80 et évidemment avant, ça c'est les cartes de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme, je crois, de la SAFER. Ils sont en expansion comme partout. On est vraiment sur un territoire périurbain où cet enjeu d'expansion urbaine est très fort. On perd en Île-de-France, en France, un département à peu près tous les 7-8 ans. Vous êtes au courant évidemment des objectifs du plan biodiversité de Nicolas Hulot, de stopper l'artificialisation nette à l'horizon 2030. La présidente de région a réaffirmé cet engagement à l'horizon 2022 il y a 1 mois, 3 semaines. Donc on a sur un enjeu fort, comment arriver à limiter l'expansion urbaine ici comme ailleurs, en reconstruisant sur la ville. Ça, c'est peut-être des choses que mon collègue Marc Barra vous dira un petit peu tout à l'heure. En tout cas, moi, je ne vais pas m'étendre beaucoup sur l'urbain, si ce n'est qu'évidemment, on peut agir sur le bâti, puis on peut agir sur tous les espaces non bâtis, les jardins des particuliers, les jardins publics, et qu'on peut mettre à votre disposition, nous, à l'agence, ces différents guides. Et on a beaucoup de documentation pour aider les villes qui veulent faire mieux, qui veulent faire encore mieux, en tout cas. Sachant que Marne-et-Gondoire est quand même déjà assez bien au courant et assez leader sur le sujet, puisque vous avez été notamment lauréat du concours Capitale française de la biodiversité, Île-de-France, catégorie agglomération, il y a quelques années. Que peut-on faire d'autre dans cette zone centrale? Évidemment, pas mal d'enjeux sur les rues, sur le rue de la Gondoire, sur les petits rues de la Brosse, je ne me souviens pas de tous les noms. Il n'y en a pas beaucoup. Je n'ai pas réussi à trouver énormément d'informations, si ce n'est qu'a priori, on a quand même une qualité d'eau qui peut s'améliorer, puisqu'on a notamment de gros effluents agricoles en nitrate, phosphate, sur les affluents de la Gondoire, hein, le rue de Sainte-Geneviève notamment, en tout cas les derniers relevés que j'ai trouvés, mais qui sont déjà anciens, montraient qu'ils participaient probablement à la pollution du reste du rue. On a tout de même des anguilles, et a priori, on est sur des rivières avec peu d'obstacles à l'écoulement par rapport à la plupart des rivières départementales et régionales. On a néanmoins cet enjeu de restaurer toutes les parties artificialisées au maximum de ces rues. Et M. le Président tout à l'heure disait que la Marne s'était engagée sur la Marne en termes de restauration des berges. Et puis on a ces zones agricoles. Donc on a des zones agricoles intra-urbaines presque, et puis beaucoup plus périphériques au niveau des boucles de la Marne. Et un faciès agricole, disons, qui est assez proche de celui de l'Île-de-France, avec essentiellement des grandes cultures, presque 80-90% de grandes cultures. Ce qui varie, ce qui change un tout petit peu, c'est qu'on a pas mal, on voit rien, hein, on a pas mal de maraîchage et on a très peu de prairies, très peu de prairies. Donc sur ces zones agricoles, il y a potentiellement des choses à faire, puisqu'on est en milieu périurbain, donc des liens urbain-rural, un territoire sur lequel ces expérimentations peuvent être très intéressantes. Et évidemment avec des conséquences d'accueil de biodiversité en diversifiant, en modifiant un tout petit peu le type de culture, en replantant des haies. On n'est pas sur de très grandes densités de haies. Hein. Là, vous voyez, les haies ici, je les ai figurées en vert clair. Alors on a les ripisylves en vert sombre, donc ces alignements d'arbres le long des forêts. On a aussi le long des rues des rivières, le long des rues et de la Marne. Et en vert clair, les haies qui sont assez sporadiques. Nous, on a un
objectif à l'échelle de la région qui serait de doubler le nombre de haies en milieu agricole. Donc ça peut être un enjeu à l'échelle de la communauté d'agglo sur les sites agricoles. Pour l'instant, ce que j'ai constaté en baladant sur les photos aériennes, c'est plutôt l'inverse. Nous, on a fait, avec l'IAU, une cartographie de toutes les haies basées sur une orthophoto de 2008. J'ai regardé avec l'orthophoto de 2007. Alors là, on a les haies en vert clair ici. Alors, pas cette ligne-là, qui était une ligne donc, que je n'ai pas pu enlever, mais cette petite ligne-là, tout ça, ce sont des haies. On voit que là, on a une haie qui a disparu entre 2008 et 2007. On est ici. Là, on a une haie qui a été nettement raccourcie. On en a une autre ici qui a disparu. Voilà, on en a qui ont été préservées ici, là. Mais globalement, même sur le territoire ici, on constate, comme partout ailleurs en Ile-de-France, qu'on a plutôt poursuivi le déclin des haies, même s'il est certain qu'il s'en est replanté quelques-unes par ailleurs. On semble plutôt sur une dynamique qui n'est pas encore sur de la reconquête, sur du regain de haies. Une autre caractéristique du territoire, c'est son grand nombre de mares. Ça, c'est lié à la proximité avec les forêts de bris humides, avec la forêt de Ferrières. Cette mare s'appelle déjà comment, Philippe, tu te souviens? C'est une mare en forêt de Ferrières qui doit être plutôt par ici, un peu en dehors du territoire. Mais voilà, on a énormément de mares un petit peu partout sur le territoire, avec du potentiel de restauration, mais en tout cas des mares qui sont des sites d'accueil de libellules, de grenouilles, de végétation, de toutes sortes d'insectes aquatiques, de moustiques, j'ai entendu également, c'est vrai, mais de leurs prédateurs également. En tout cas, là, une possibilité d'action assez simple finalement sur l'entretien des mares et aussi d'un point de vue pédagogique pour les habitants autour. Si on veut aller encore plus loin dans les actions, les restaurations de milieux humides par exemple, alors là on a tout un tas de là ce sont par exemple des milieux cultivés qui ont fait l'objet de drainage, donc qui étaient peut-être, j'imagine, dans cette zone humide, on pourrait restaurer des petits bouts sur les zones peut-être les moins fertiles, des petits endroits un petit peu humides. Et puis un travail qu'on avait fait aussi en essayant de caractériser l'état des lits majeurs en Île-de-France, puisqu'il y a un gros enjeu en termes d'adaptation au changement climatique qui est de restaurer des zones d'expansion de crues. Et donc là, ces zones d'expansion de crues, on voit qu'elles sont donc pour partie composées de plans d'eau issus de carrières, mais un tout petit peu pour partie d'éléments semi-naturels, mais beaucoup encore de zones agricoles sur lesquelles l'eau va plutôt glisser que s'infiltrer. Et donc, il y a des potentiels, éventuellement, de mesures agri-environnementales ou encore mieux, de transition à des activités plus proches de l'élevage. En termes de circuits courts d'alimentation avec de l'élevage local, rêvons un peu, mais également qui peuvent servir d'expansion de crues en période comme celle qu'on a eue cette année, plus efficace que des grandes cultures, certainement, où l'érosion est assez forte. Tous ces efforts, de toute manière, qu'on fait, qu'on souhaite faire, qu'on fait au quotidien, peuvent être assez rapidement annulés si on continue à simplement poursuivre un développement économique en créant, comme partout en Ile-de-France, la communauté d'agglomération Marne-et-Gondoire, pas plus qu'ailleurs, en créant de nouvelles zones d'activité commerciales. Donc je sais qu'il y en a plusieurs de programmés dans le sud ici. Il me semble, j'ai cru comprendre également qu'il y avait des projets peut-être sur cette zone-là qui est encore plus riche. Ici, on a je crois que j'ai oublié de le mettre tout à l'heure, ici, ça m'a complètement échappé, on a le seul couple de pigrèches écorcheurs du territoire, par exemple. On a des choses assez riches. Donc voilà, c'est un choix, on peut faire des nouvelles ZAC et mettre un petit peu à bas les efforts faits à côté ou essayer de se dire est-ce que c'est vraiment ce développement dont on a besoin à l'échelle de l'agglomération? Est-ce qu'on arriverait à imaginer autre chose? Voilà, c'est des questions ouvertes, il n'y a pas de jugement là-dessus, mais peut-être qu'on est une période transitoire où elles sont importantes à poser. Je vous remercie pour votre attention.